Bonjour Marianne, Bonjour Julie. bienvenue dans ce quatrième épisode des RH du quotidien. On va parler aujourd'hui de recrutement, surtout de la manière dont on structure les processus de recrutement et de pourquoi c'est important, surtout en ce moment où on a un petit peu de mal à trouver des candidats. Dans un premier temps, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de toi, te présenter ton parcours, tes sujets du moment? Dis-nous tout. Ouais, bien sûr. Écoute, du coup, moi, je me présente, Marianne Dondé. Après 7 ans dans les ressources humaines, je suis aujourd'hui entrepreneur et j'aide les entreprises à attirer et fidéliser leurs talents autour des nouvelles pratiques RH et de l'expérience collaborateur. Euh, donc moi, j'interviens autant auprès de grands groupes qu'avec des toutes petites entreprises, mais aussi des startups très en phase avec toutes ces nouvelles pratiques pour justement continuer à se développer autour de ça. Euh, pour le détail de mon parcours, j'ai commencé par faire une classe préparatoire aux grandes écoles pour poursuivre mes études en école supérieure de commerce où j'ai validé un master avec une spécialisation en stratégie RH. Donc, c'était des années durant lesquelles j'ai fait beaucoup de travaux en mode projet. J'ai eu des matières très généralistes autour du marketing digital, du management international, business développement, finance, gestion et création d'entreprise, et toujours avec cette spécialité en stratégie RH. C'est vrai que ce parcours m'a finalement été assez formateur puisque ça m'a permis d'avoir une vision assez globale et très large autour de la stratégie en général. Et ensuite, j'ai commencé mes expériences RH dans les ressources humaines en entreprise directement, dans différents secteurs. J'ai fait pas mal de secteurs. J'ai commencé par le nucléaire, par la métallurgie, en logistique, en pharmaceutique, et j'ai eu différents postes RH. Donc, j'ai été consultante RH, j'ai été appui RH au manager. J'ai été chargée de recrutement sur des profils avec une forte expertise, donc des profils très pénuriques. J'ai été aussi RH généraliste et responsable de développement RH avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc en 7 ans, tu vois, j'ai eu pas mal d'expériences, j'ai beaucoup aimé mes expériences. Ça m'a fait énormément évoluer et permis d'arriver là où j'en suis. Mais tu vois, pendant mes années de salariat, j'ai finalement pas retrouvé ce qui me ferait vibrer, enfin ce que je pensais qui me ferait vibrer dans les ressources humaines. J'ai travaillé dans différents secteurs, pourtant, dans différentes tailles d'entreprise, différents styles de direction. Ce qui m'a étonnée, ça a été d'une part toutes ces mauvaises pratiques répétitives ou ce manque d'agilité autour des ressources humaines faites en entreprise. Donc, sûrement dû soit de la méconnaissance de la part des entreprises ou un manque de formation, dû aussi à une application de ce qui se fait ailleurs sans réellement s'adapter aux besoins de l'entreprise même. Donc, tu vois, donc tout ça, ça crée pas mal de mauvaises pratiques, de mécontentement en entreprise. Aussi, ce qui a été le plus frustrant pour moi, ça a été la réalité du positionnement des RH en entreprise. Parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas à quel point le rôle d'une RH s'apparente à de l'exécutif Ouais. à n'importe quel niveau hiérarchique, alors que aujourd'hui, c'est super rare de voir un RH prendre le lead et Hmm. avoir ce positionnement stratégique dans les décisions de l'entreprise. Pourtant, le RH a un rôle important et, euh, et voilà, et c'est important aujourd'hui, je pense, de le rendre pilote de bonnes pratiques et ça serait une vraie réponse aux entreprises pour répondre justement à comment attirer, comment fidéliser. Et c'est ça qui m'a manqué dans les entreprises. Donc c'est justement pour répondre à ce besoin aujourd'hui que j'interviens pour aider les entreprises à construire leur stratégie RH en créant leur propre process RH, en les rendant autonomes autour de pratiques innovantes. Et donc, moi, j'interviens vraiment sur tous les process RH, que ce soit sur du recrutement, de l'intégration, des parcours d'évolution, autour de la qualité de vie au travail, puisque c'est un point important de fidélisation, et également sur les départs. Ok, super. Ah, écoute, c'est un beau parcours et puis je pense que c'est une bonne vision que tu as effectivement de pouvoir arriver
en expert et en conseil, je pense qu'on a une force de frappe qui est bien plus importante au niveau des entreprises, effectivement, que quand on est un peu coincé entre la direction, les salariés et qu'on a un petit peu du mal parfois à trouver ce positionnement-là. Donc, super intéressant. Merci. Exactement. Très bien. Alors, si on reprend sur notre sujet du recrutement aujourd'hui, déjà, je Oui. voulais te poser la question, qu'est-ce que tu penses des difficultés que les entreprises rencontrent aujourd'hui? C'est une généralité, c'est sur certains profils pénuriques. Comment tu vois ça, toi? Alors ouais, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un vrai sujet, le recrutement. Alors, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, le recrutement, c'est devenu un véritable enjeu. Aujourd'hui, on parle beaucoup de pénurie de profils, d'entreprises qui recrutent de plus en plus, des offres d'emploi de plus en plus nombreuses sur le marché, mais il n'y a pas forcément de retour candidat, enfin, pas suffisamment et pas en qualité. En tout cas, c'est ce qui est exprimé par les entreprises. Et, et moi, tu vois, j'ai l'intime conviction que je suis persuadée qu'il n'y a pas de pénurie de profil. Je vais l'expliquer parce que c'est vrai que c'est un peu, on se dit, bah, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas ce qu'on vit, nous. Tu vois, au contraire, aujourd'hui, je pense qu'il y a ces vrais sujets autour de la réorientation professionnelle. Donc, il y a de plus en plus de profils qui veulent se reconvertir. Il y a de plus en plus de désengagement au travail, de démissions silencieuses, de fuite des talents aussi. On a du mal à garder les talents en entreprise. Euh, on estime aussi que les salariés restent en moyenne 3 ans en entreprise. Enfin, tu vois, toutes ces données, en fait, permettent de voir que le marché, il est hyper... finalement, il y a beaucoup de demandes, tu vois, parce qu'il y a tous ces profils qui veulent aller ailleurs, donc forcément qui regardent ailleurs ce qui se fait. Et il faut savoir qu'aussi, en réalité, 80% des salariés en poste sont à l'écoute du marché. Donc, plus ou moins passivement, mais ils sont à l'écoute du marché. D'accord. Donc, en fait, là, ce que tu nous dis, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de pénurie, en fait. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se Alors, passe? alors qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça. Alors, tu vas me dire pourquoi les entreprises sont confrontées à tous ces phénomènes grandissants. Euh, En fait, tout simplement, euh, parce qu'en fait, depuis quelques années, les mentalités ont beaucoup changé. Il y a vraiment ce besoin de retrouver du sens au travail, que ce soit dans les missions, la qualité de vie au travail, les parcours d'évolution, l'ambiance au travail, les valeurs que l'entreprise porte. Aujourd'hui, beaucoup de salariés recherchent des valeurs qui correspondent, des valeurs d'entreprise qui correspondent aux leurs. Euh, et donc, tu vois, autour de tout ça, il y a ce nouveau rapport au travail qui se transforme fortement depuis quelques années. Et avec le Covid, ça s'est vraiment intensifié. Voilà, l'envie de sens est vraiment là. Donc, comme je disais, d'un côté, on a énormément de profils à l'écoute du marché, finalement, en tout cas à l'écoute de cette quête de sens, Ouais, voilà, au travail, mais qui restent à la fois très frileuses pour postuler. d'accord. D'où cette pénurie, finalement. Donc, par rapport justement à des mauvaises pratiques Mm. qui ont été expérimentées par ces salariés. On en a nous-mêmes expérimenté, hein, donc mauvaises pratiques au niveau du recrutement, des mauvaises pratiques d'intégration, Mm. où voilà, on n'a pas été accueillis comme il faut, on nous a mis tout de suite sur un poste sans avoir de formation ou sans avoir été réellement intégrés, où on n'a pas rencontré nos collègues. Le fameux Aussi, premier jour sans PC. voilà, c'est ça, exactement. Enfin, voilà, on a tous vécu ces dernières années pas mal de mauvaises pratiques dans n'importe, même managériales, de vie en entreprise, managériale ou de qualité de vie en entreprise. On a fait Mm. des heures où personne ne nous a dit, bon, bah, arrête de faire des heures, pense à toi, rentre chez toi. Enfin, Mm. voilà, c'est des choses. Et donc, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, les talents regardent, sont à l'écoute du marché énormément parce qu'ils cherchent ce sens, cette quête de sens, mais à la fois, ils sont hyper frileux. Et Ok. donc aujourd'hui, c'est toute l'importance des entreprises. Les entreprises ont toute cette importance de pimper leur marque employeur, de mettre en place des pratiques innovantes et surtout de créer des parcours d'expérience candidats et collaborateurs après ensuite en entreprise. Ouais, il y a un vrai Euh, virage à prendre, en fait, des voilà, c'est entreprises ça. qui bougent peut-être beaucoup moins vite que les candidats. C'est ce que tu es en train de dire? Exactement. Ouais. Voilà, c'est ça. Et il faut savoir que les candidats aussi, avant de postuler, donc ils sont très frileux et ils recherchent énormément d'informations sur les entreprises avant de postuler. Il faut savoir que 80% des candidats consultent
avant de postuler, ben, toutes les pages, les sites internet, YouTube, Ok. Instagram, enfin toutes les pages qui existent sur l'entreprise pour en savoir plus, pour se donner une idée, se projeter aussi sur l'entreprise. Ok. Ils utilisent aussi beaucoup Glassdoor, je ne sais pas si tu connais. Ouais, tout à fait. Alors, par contre, enfin là, comment on s'adresse vraiment à des petites structures qui sont pas forcément sur ces réseaux-là, Ouais. est-ce que ça les pénalise ou est-ce que tu leur dirais plutôt d'y aller justement? Parce que c'est quand même un sacré travail et ça prend beaucoup de temps et quand on est petit, on n'a pas forcément les moyens de se lancer. Qu'est-ce que tu dirais, toi, de ça? Alors moi, je dirais que franchement, il faut se lancer. Alors avec ses propres moyens, bien sûr, c'est possible de le faire, surtout pour une petite entreprise. Aujourd'hui, c'est hyper important le vie ma vie. Et une petite Mm. entreprise le fait beaucoup mieux souvent que les grands groupes les grands groupes affichent des chartes de valeurs, etc. Mais on ne voit pas concrètement ce qui se passe dans l'entreprise. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les petites structures ont un avantage fort de se mettre en avant à leur niveau, bien sûr, donc de ne pas le faire non plus 10 fois par jour, utiliser les réseaux, les bons réseaux, voilà, passer un tout petit peu de temps, mais voilà, ne serait-ce que pour se faire connaître. Ouais, et puis en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est beaucoup plus spontané et que Ah, cette quête de sens des candidats, ils vont retrouver l'authenticité de la petite entreprise plutôt que la grande qui a des formats très formatés, justement, avec des ouais, agences de com derrière, où finalement, ils se démarquent peut-être un peu moins parce qu'il y a ce manque-là d'authenticité et que la com, elle est beaucoup c'est plus ça. travaillée. Ouais, ouais, Ouais. exactement. Vraiment, moi, j'ai un client qui est une petite structure, ils sont 8, et voilà, ils sont sur les réseaux, ça fonctionne super bien. Ils sont sur Instagram et sur LinkedIn. Ils font des vies ma vie avec leurs salariés. Et vraiment, ils sont tout petits. Ils sont sur Lyon en plus. Donc, ils sont au sein des grands groupes. Mais ils se démarquent super bien Mm. depuis qu'ils font ça. Mm. Ok. Et ma dernière question sur le contexte en ce moment du recrutement, qu'est-ce que tu Ouais. penses, toi, des différences enfin, des différences d'attente entre les générations? Pareil, est-ce que c'est un vrai sujet ou pas? J'ai tendance à penser, moi, que ça dépend plus de l'individu que de la génération, mais qu'est-ce que tu observes comme tendance, toi? Alors moi, je suis d'accord avec toi. Ça concerne l'individu et ça concerne surtout le contexte actuel. En fait, oui, alors la génération Z a une nouvelle vision et un nouveau rapport au travail, mais eux, ils viennent d'arriver sur le marché du travail, donc ils ont connu que ça. Mhm. Alors qu'en fait, c'est hyper généralisé, cette quête comme je disais, il y a beaucoup de réorientation professionnelle, notamment chez les personnes qui ont déjà beaucoup plus d'expérience, parce qu'ils ont cette quête de sens autant que la génération Z. En fait, c'est juste que les plus vieilles générations ont vécu d'autres rapports au travail, d'autres circonstances, d'autres contextes. Donc voilà, ils peuvent s'appuyer euh, enfin, ils sont sur plusieurs rapports au travail, mais ils tendent quand même vers ce nouveau rapport au travail autant que la génération Z. Donc voilà, c'est juste que la génération Z n'a connu que ça et donc est à fond sur ce thème-là. Mais non, voilà, comme tu dis, c'est vraiment, ça dépend de l'individu et c'est le contexte qui fait que aussi. Mm. Ok, bon, super, merci pour ta réponse. Et quels sont les avantages, du coup, pour une petite structure d'avoir un process de recrutement, justement, pour pallier à toutes ces difficultés-là que tu viens d'évoquer? Alors, les avantages d'une petite structure aujourd'hui, alors dans leur process de recrutement, donc là, on va pas parler de tout le process, mais c'est vrai que pour se démarquer dans leur process, on va retrouver plusieurs facteurs. Pour moi, il y a vraiment cette flexibilité aujourd'hui, justement, dans les attentes au rapport au travail, sur lesquelles les petites entreprises peuvent jouer, puisque voilà, elles sont plus agiles, plus petites, donc elles peuvent être beaucoup plus flexibles qu'un grand groupe, par exemple. Et aujourd'hui, il faut qu'elles mettent ça en avant. Voilà, on a ce nouveau rapport au travail, avoir la possibilité de choisir son temps de travail, d'être dans un management par objectif, de pouvoir configurer les modalités de télétravail, avoir des pratiques de roulement managérial un peu plus dynamiques, développer
ses propres méthodes de travail, adapter son travail à sa personnalité. Enfin voilà, il y a toute cette agilité, flexibilité autour de ça qui est très attendue aujourd'hui et que les petites structures peuvent tout à fait mettre en place et plus rapidement qu'un grand groupe, parce qu'une petite structure n'est pas encore processée alors qu'un grand groupe l'est. Et donc, pour une petite structure, c'est beaucoup plus simple de mettre en place ces pratiques dès le début, avant de devenir un grand groupe, car, voilà, car elles sont plus agiles, elles ont l'habitude de s'adapter pour se repositionner régulièrement, pour avancer. Et donc, c'est vrai qu'elles ont moins cette contrainte administrative, moins de hiérarchie décisionnaire, moins de parties prenantes à convaincre quand il s'agit de mettre en place des nouvelles choses. Et c'est vraiment cette agilité qui est recherchée aujourd'hui par les candidats plutôt que la rigueur de «Ah non, on ne peut pas changer les modes de travail, désolé», alors que voilà, le salarié se dit «Bah, non, si on changeait, ça pourrait aller mieux, on pourrait Mm. performer». Voilà. Donc il y a vraiment cette flexibilité. Il y a aussi, elles ont un avantage aussi, je dirais, sur leur marque employeur. Aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus, les candidats recherchent les petites structures. Euh, c'est- je sais pas, enfin, c'est un phénomène en fait. Euh, je sais pas, c'est l'authenticité, comme je disais, le vie ma vie, où voilà, les gens se sentent plus proches des petites structures puisque on se rend vraiment compte de la vie de l'entreprise, c'est plus authentique, les gens sont plus proches. Donc c'est vrai que pour la marque employeur, c'est plus facile pour une petite structure de construire sa marque employeur, c'est-à-dire son image d'entreprise auprès des futurs salariés. Et autour donc de cette vie d'entreprise, contrairement aux grands groupes, donc eux qui mettent, comme je disais, des chartes de valeurs en avant et qu'en fait qui veulent pas, qui n'ont pas réellement, enfin on ressent pas cette authenticité. Voilà, et revenir donc à plus de sens grâce à l'authenticité, donner envie de rejoindre. Enfin voilà, donc c'est vrai que sur cette partie marque employeur, il y a vraiment, les entreprises peuvent vraiment jouer sur leur recrutement autour de ça. Il y a un gros enjeu sur les projets différenciants. C'est-à-dire qu'une petite entreprise, elle se différencie plus facilement qu'un grand groupe, puisqu'elle arrive sur le marché, elle est obligée du coup de se positionner, de se mettre en avant sur des sujets, sur des valeurs, sur des lancements de nouveaux projets, de nouvelles missions. Et c'est vrai que du coup, elles se démarquent énormément et elles peuvent aussi se démarquer à travers, auprès des candidats, autant sur leur marché, leur business, que auprès des candidats et ça suscite un gros intérêt ça, auprès des candidats. Euh, voilà. Ok. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'une petite entreprise, par sa petite taille, sa flexibilité et son adaptabilité, finalement, elle va être bien plus intéressante auprès des candidats parce que aujourd'hui, peut-être que le sens recherché au travail, c'est de plus faire partie d'un grand groupe en travaillant des années sur un projet qui avance pas, Ouais, mais au contraire de plutôt avoir en fait, cette dynamique qui se met ouais, beaucoup plus facilement. Ah, exactement. c'est un très bon point de vue, en fait. Et c'est vrai que souvent, quand on parle de marque employeur, enfin, je sais pas, moi, je me suis toujours imaginé ça. Il faut beaucoup de moyens, Pas du tout. Ouais. ouais, il faut une équipe entière sur le sujet, en RH, Mhm. pas le temps. Et finalement, c'est vraiment les petites actions du quotidien qui font que bah, la marque employeur, elle se développe et en plus, elle est portée par les salariés finalement. Donc, c'est Exactement. vrai que il vaut mieux avoir quelques salariés très engagés dans une petite entreprise qu'être des centaines, mais sans avoir trouvé le sens et, comme tu dis, les C'est valeurs ça. qui font qu'on est bien dans sa boîte et qu'on a envie d'y rester. Exactement. Tu as très bien conclu cette partie-là. Ouais, c'est un vrai avantage. Vraiment, il faut le travailler. Voilà. Ok, super. Alors, si on part un peu plus vraiment du processus en lui-même de recrutement, alors déjà, qu'est-ce que c'est que la première question à se poser pour mettre en place ce type de processus? On commence par quoi? On en a besoin à quel moment? Alors, un processus de recrutement, donc déjà, c'est pas anodin, c'est que voilà, il y a un besoin et moi, c'est vrai que je structure de cette manière-là. Déjà, il faut pouvoir l'anticiper. Il faut pas se dire, ah bah j'ai un besoin, vite, il me le faut tout de suite parce que
De toute façon, un recrutement, c'est très long. Il faut déjà mettre sa stratégie en place. Surtout ne pas recruter dans l'urgence parce que sinon on le fait mal et ça peut avoir un impact sur la marque employeur. Donc même si on est une petite structure, on a une marque employeur, elle est super importante, comme on le voyait. Donc, utiliser aussi sa CVTech, en parler à son réseau et surtout un process de recrutement. C'est vrai que souvent les talents sont en poste. Donc, ont souvent aussi des préavis de 3 mois. Donc voilà, c'est pour ça que cette anticipation, en plus on a tout le temps de recrutement. Un recrutement, ça se fait au mieux en un mois, mais des fois ça peut être plus long. Donc voilà, je vais dire, ça peut prendre au moins 4 à 6 mois un recrutement. Donc, il faut surtout bien l'anticiper, ça pour faire les choses au mieux et ne pas aller trop vite et au final mal recruter et après perdre la personne au bout de 2 mois, ça engage beaucoup de frais, euh, ne serait-ce que de recrutement, mais de formation, d'intégration et aussi ben, le salaire perçu, toutes les charges liées à cette embauche qui finalement devra se refaire une nouvelle fois, donc de nouveaux investissements financiers et en temps. Donc, les petites structures n'ont pas le temps justement de perdre du temps et de l'argent. Euh, donc ça, c'est important de bien anticiper. En deuxième point, je dirais de travailler sa marque employeur. Donc, on l'a vu, il n'y a pas que les grands groupes qui peuvent le faire. Les petits groupes doivent le faire et ont vraiment un atout à le faire. Donc, travailler sa marque employeur, ça se fait en 3 objectifs. Donc déjà, mieux, enfin, identifier les atouts et les axes de différenciation, la promesse employeur, la culture d'entreprise, l'histoire de l'entreprise, les valeurs. Enfin, il y a plein de choses à raconter autour d'une entreprise, surtout, comme je disais, des petites structures qui se créent de toutes pièces et qui se positionnent énormément, qui doivent se positionner sur le marché. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. En deuxième objectif aussi, c'est très important, connaître sa cible. Pour bien recruter, bah, on doit connaître sa cible, c'est-à-dire de quel profil j'ai besoin et Mhm. pas ah bah, je veux le mouton à 5 pattes, comme ça au moins je suis sûre d'avoir le bon candidat. Non, il faut vraiment travailler sur le profil, connaître ses attentes, savoir où il est, comment je peux l'attirer, quel positionnement je peux avoir pour lui donner envie de venir chez moi. Donc, tu vois, toutes ces questions-là, c'est hyper important. Donc, c'est un peu la stratégie avant de recruter. Et ensuite, quelle stratégie de communication je vais mettre en œuvre? Est-ce que mon offre d'emploi est assez attractive pour qu'on ait envie de la lire et de postuler et de rencontrer l'entreprise finalement? Quelle expérience candidat j'ai envie de créer sur tout le parcours, sur tout mon process de recrutement parce que c'est hyper important dans un process de recrutement d'engager. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'entreprises qui se font ghoster, comme on dit, euh, pendant le process, donc c'est-à-dire ne plus avoir de nouvelles du candidat tout à coup, voilà, ou carrément qu'ils ne viennent pas à la prise de poste, alors que le contrat avait bien été signé. Donc, c'est hyper important d'engager, donc de préparer ces process de recrutement, aussi vérifier ben, l'image qu'on a sur les sites, sur nos différentes plateformes, voilà, et permettre surtout aux candidats de se projeter sur le poste. Donc voilà, vérifier que toute sa communication est bien préparée, bien construite pour répondre à toutes ces petites questions. Ok. Au départ, là, quand tu nous parles de s'interroger aussi sur les bons profils et les bons candidats, on le fait avec qui? Alors, on peut le faire avec des experts. Donc, ça peut être soit des indépendants, soit des cabinets de recrutement, soit si on a un RH en interne, ou ça peut très bien se faire aussi avec le dirigeant d'entreprise. Donc, le dirigeant d'entreprise peut se faire coacher pour voilà, prendre les bonnes décisions. Voilà, enfin, c'est vrai que moi, par exemple, je travaille à rendre les entreprises autonomes sur leurs pratiques. Donc, une fois que j'ai aidé mes chefs d'entreprise, les RH ou les managers sur comment bien définir un profil, et ben derrière, elles ont toutes les clés pour le refaire sur d'autres profils. Donc, on peut se faire accompagner à chaque fois ou se faire accompagner une fois et après être plutôt autonome. Euh, donc, voilà, ça peut se faire seul, ça peut se faire accompagner, c'est tout à fait possible. Ouais, c'est une vraie plus-value, je pense, et c'est ça qui peut être intéressant de se faire accompagner la première fois, effectivement, par quelqu'un qui va nous mettre en place ce process-là, pour pouvoir s'y référer derrière. On voit au moins une fois comment faire,
cadrer les choses quand on n'a pas l'habitude. Il y a plein de petites choses auxquelles on ne pense pas Voilà. Mmh. et qui sont vraiment importantes par la suite pour gagner du temps surtout et attirer les bons candidats. Ok, très bien. Parfait. Et est-ce qu'on choisit un partenaire de recrutement, un cabinet, un consultant indépendant? Comment ça se choisit un partenaire? Alors un partenaire, pour recruter, donc que ce soit un cabinet, un indépendant ou un RH, des fois, voilà, il y a même des petites structures, peuvent avoir un RH pour, quelques salariés. En tout cas, pour se faire accompagner et définir donc la bonne stratégie de recrutement, celle qui vous conviendra le mieux, donc qui conviendra le mieux à l'entreprise aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des cabinets qui sont pas forcément, qui personnalisent pas forcément leurs prestations, auprès d'entreprises et donc ça, c'est assez dommage. Donc il faut vraiment, voilà, trouver le partenaire qui puisse s'adapter à votre secteur, à votre cible, hem, aux valeurs de votre entreprise. Donc, avoir surtout un interlocuteur expert de votre secteur, de votre cible, expert en compte et surtout qui puisse vous conseiller correctement et vous faire gagner du temps et vous donner les meilleures pratiques RH pour réussir, finalement, réussir votre recrutement. Et donc, vous faire accompagner, le plus efficacement possible. Comment on le choisit? Bah, en fait, il faut, voilà, il faut le rencontrer. Ça se fait aussi beaucoup par recommandation. Moi, pour des petites structures qui n'ont pas le temps de choisir, des prestataires, parce que, voilà, les grands groupes, des fois, ont plus de temps. Ils font des contrats, nationaux, avec un prestataire en général. Mais des petites structures, bah, elles n'ont pas le temps déjà de faire, 10 rendez-vous pour choisir le bon prestataire. Donc c'est vrai que moi, je recommande de se faire recommander par ses Mmh. pairs, des prestataires finalement, que ce soit des cabinets, des freelances, voilà. Mais ouais, la recommandation, je pense, c'est le meilleur. Surtout, voilà, demandez à vos pairs qui sont un peu dans le même secteur que vous. Heu, Comme ça, vous aurez un expert qui sera aussi dans votre secteur, de prédilection. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi la différence? Parce que ça, c'est un point important, on ne sait pas toujours, c'est la rémunération de la prestation au succès ou à la mission. Tu peux nous Oui. refaire un petit éclairage là-dessus? Ouais, alors ça, c'est donc il y a 2 types de prestations. Il y a des prestations donc au résultat. Donc, c'est souvent, il y a une rémunération fixe, donc le temps du travail effectué, donc qui est, plutôt basse et ensuite, une fois que le recrutement est effectif, c'est-à-dire le contrat est signé, là, il va y avoir un variable, comme une prime, qui va s'ajouter à ce fixe et donc là, ça va être vraiment au résultat. Ça va être vraiment un contrat payé au résultat. Et ensuite, on a aussi donc les contrats sur la prestation, dans sa globalité, où là, ça va être une prestation alors, sans forcément de résultat, si, quand même le prestataire s'engage à donner du résultat, parce que forcément, du coup, derrière, l'entreprise est mécontente. L'entreprise ne recommandera jamais, cet expert. Donc voilà, il y a quand même du résultat, mais c'est surtout sur le prix et surtout sur la prestation en général, tous les conseils apportés, toute l'expertise apportée et pas forcément sur le résultat. Hmm. Ok, merci pour cette précision. Je pense que c'est important, notamment aussi, je voudrais simplement préciser ça, de ne pas multiplier les prestataires. Oui, C'est vrai qu'on a tendance, peut-être quand on n'y connaît pas grand-chose, à choisir plusieurs prestataires en même temps. Souvent, c'est des grands groupes en plus qui ont une force commerciale assez importante, où on oui, va leur donner les missions au succès, mais en fait, eux ont un énorme portefeuille client et ce n'est pas ces missions-là qu'ils vont prioriser. Et au final, quand ils se rendent compte qu'ils sont 12 sur le poste, bah, il n'y a plus d'intérêt pour eux et en fait, ils ne vont pas rechercher. Donc voilà, c'est ça. c'est vraiment cette chose, parce que je le vois aussi régulièrement, on fait attention à choisir un, deux éventuellement prestataires avec qui on travaille vraiment et en qui on a confiance. Et on essaye de ne pas multiplier les expériences. Ouais, oui, c'est vrai que je le vois aussi, ton constat est vrai et c'est important de le souligner, ouais. Mmh. Ok, super. Pour toi, un processus de recrutement, ça commence quand et ça se termine quand? Alors un processus de recrutement, ça commence, comme je disais, sur la construction de sa stratégie. De son besoin, de sa stratégie de communication et cetera. Donc comment je me positionne pour attirer? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça l'enjeu, c'est plus je recrute, c'est vraiment comment j'attire. Hem Et la fin d'un processus,
Alors, pour moi, il n'y en a aucun. Enfin, ça se termine jamais, en fait, concrètement. Le process du recrutement, ce que je veux dire par là, c'est il faut, il faut pas s'arrêter, il faut pas arrêter ses efforts lorsque le contrat est signé. Beaucoup d'entreprises ont fait l'expérience. Souvent, bah, on a beau avoir signé le contrat, passer toutes les étapes du process de recrutement qui se sont bien déroulées, et le candidat ne vient pas au poste. Donc, ce qui est important vraiment, c'est de se dire, oh, voilà, le contrat est signé, mais euh, qu'est-ce que je fais après? Quelle relation j'entretiens avec ce candidat pour que, ben, justement, s'il a un préavis de 3 mois, ben, même si j'ai signé le contrat aujourd'hui, il viendra chez moi que dans 3 mois. Donc, Mm. c'est important aussi de rassurer, de créer du lien avant cette arrivée en poste pour justement ben, continuer à développer cet engagement. Et tu fais comment concrètement? Tu envoies des messages, tu l'appelles régulièrement, c'est pas toujours simple en fait. Tu as des Ouais. idées là-dessus à nous partager? Ouais, alors on peut mettre plein de choses en place. Pareil, c'est une stratégie à construire en fonction des valeurs de l'entreprise. Par exemple, j'ai des entreprises qui font beaucoup de déjeuners avec leurs équipes et qui intègrent justement avant l'intégration du candidat, qui intègrent le candidat avant même qu'il soit dans l'entreprise, dans ces petits événements informels, ou sinon des grosses réunions où là on parle de stratégie d'entreprise. Ben, on peut très bien intégrer aussi le candidat à ces réunions-là. On peut aller boire un café tout simplement en mode impersonnel avec le futur salarié. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a aussi du mail. On peut faire du mailing en transmettant de l'information sur son arrivée, son intégration. Ça rassure énormément. On se dit, ah bah super, on prépare mon arrivée. Donc c'est hyper engageant. Et aussi, ça rassure dans le sens où on sait ce qui va se passer dès notre arrivée. On peut appeler aussi de temps en temps, c'est important aussi de se contacter au-delà des mails et du virtuel. On peut aussi, si on a des réseaux sociaux, inviter la personne sur les réseaux sociaux pour, ben, pour voir ce que fait l'entreprise, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise avant d'arriver. On peut aussi créer ben, des rencontres avec les collègues. C'est hyper intéressant ça de rencontrer ses collègues avant d'arriver. C'est rassurant aussi. Et puis c'est aussi créer du lien, encore une fois. Donc voilà, tout ce qui fait qu'on peut créer du lien, finalement, tout est possible. Après, ça va dépendre des valeurs de l'entreprise et tout est accessible, que ce soit pour des petits groupes, des grands groupes. C'est possible de le faire. Il faut juste prendre le temps, se dire qu'est-ce qu'on fait concrètement et le faire. Voilà. Et pendant la période d'essai, parce qu'en fait, quand tu dis que ça ne s'arrête pas au contrat signé, évidemment, on Oui. a aussi toute la partie, cette fameuse période d'essai où finalement, bah, le salarié peut partir quasiment du jour au lendemain en fonction des périodes. Enfin, en tout cas, ça va très vite, les préavis sont très Ouais. courts. Qu'est-ce que tu préconises comme rythme ou comme, voilà, comme petite astuce à mettre en place pour que ça se passe bien et que l'intégration se fasse le mieux possible? Alors, pour l'intégration, c'est vrai que moi, du coup, euh, le cadre est toujours à peu près le même, mais après, pareil, ça se fait sur mesure selon aussi ben, le niveau de poste, hein. Euh, un, un cadre va peut-être mettre 3 à 6 mois pour vraiment avoir une prise de poste effective par rapport à d'autres métiers où c'est un peu plus rapide. Mais c'est vrai que pour que ça se passe bien et pour continuer à engager après tout ce process, après intégration, pour continuer à engager le salarié et qu'il se sente bien et qu'il a envie de rester, c'est vrai qu'on peut mettre pas mal de choses en place. Déjà, à son arrivée, on peut l'accueillir avec un petit déjeuner ou un déjeuner d'équipe. Ce qui est important aussi, c'est que pendant tout le premier mois, qu'il puisse rencontrer tous ses collègues, que ce soit en informel ou en formel. Informel, ben voilà, une petite soirée d'entreprise ou un déjeuner, et plutôt formel, rencontrer sur le poste ses collègues, comprendre ce qu'ils font, comprendre aussi les attentes du collègue vis-à-vis de mon travail, qu'est-ce qu'il attend de moi sur mon poste. C'est hyper important, en fait, ça crée la communication, ça crée le lien et ça donne du sens finalement.
Donc voilà, vraiment se rencontrer ses collègues, c'est hyper important. Ça doit être impérativement mis dans la phase d'intégration. Ensuite, se faire former, se faire accompagner sur son poste, ça c'est hyper important aussi. Donc il y a des phases d'accompagnement, hein. C'est un accompagnement, ça peut être un accompagnement sur de la technicité du poste. Ça peut être aussi un accompagnement pour des commerciaux, par exemple, sur le terrain, pour la rencontre avec les clients. Donc il y a différentes formes d'accompagnement, mais c'est hyper important parce que ce qui est important, c'est d'insuffler les valeurs de l'entreprise aussi Mm. à travers ces accompagnements. Donc même si on recrute un profil qui est déjà expert, bah, il y a tout intérêt quand même de lui transmettre des valeurs pour qu'il puisse aussi, bah, se se récupérer, enfin Intégrer peut-être intégrer, voilà, ces valeurs-là, les intégrer et en plus, ben, les diffuser aussi et diffuser parce que c'est eux qui vont aussi diffuser dans leur travail au quotidien auprès des clients. Même si on est à la production, on diffuse quand même, une image, de par notre travail, donc c'est hyper important. Ok, Heu, donc, voilà. pardon. D'accord. Donc toujours, en fait, on en revient sur la communication et la communication, qui est toujours Ça, finalement la clé dans toutes les entreprises et dans tous les process. Et c'est vraiment important aussi pour la construction de la cohésion d'équipe derrière, de ce que tu nous dis, et ouais, pour que les salariés se fidélisent et restent dans une entreprise où ils se sentent bien. tout à fait. Mmh. Eh bien, écoute, merci. Tu nous as apporté beaucoup de pistes et puis on a, je pense, bien balayé le processus. Si tu devais retenir trois sujets importants, trois astuces qu'on a évoquées aujourd'hui, tu mettrais quoi en avant? Alors 3 astuces, je mettrai en avant, bah, déjà créer, votre propre marque employeur, tout en restant authentique, voilà, pour donner vraiment envie aux candidats de vous rejoindre. Heu, 2e point, je me dirais de tout mettre en œuvre pour attirer vos candidats. Il y a plein de moyens, on peut utiliser des canaux, différents, des méthodes de recrutement différents. Voilà, vraiment en choisissant les bonnes méthodes, les bons canaux, en créant une expérience candidat, c'est hyper important pour engager dès le départ, à travers, les différents parcours, et cetera. Et le dernier, je dirais surtout pour des petites structures, hyper important, et vous pouvez le faire même à votre taille, créer un vivier candidat. Puisque vous avez, rencontré, heu, à chaque fois, à chaque process, vous rencontrez des personnes, que ce soit à des événements ou, lors de la sélection des CV, la préqualification des téléphonique, les entretiens. Vous rencontrez des personnes et bah, vous les validez aussi, vous validez leur personnalité, leur profil et eux aussi de l'autre côté, bah, ils ont pris de l'information sur votre entreprise, donc c'est aussi des ambassadeurs qui peuvent parler de votre entreprise. Donc créer ce vivier-là, ça va vous permettre, bah, dans ce contexte de recrutement difficile, de créer votre propre vivier que vous pouvez soit garder pour vous, soit aussi transmettre à votre réseau, mais aussi créer de l'engagement autour de votre entreprise et mieux vous faire connaître parce que ces personnes-là seront à même de bien parler de votre entreprise puisqu'ils vous ont rencontré, ils auront pris de l'information. Donc voilà, pour Très ces bien. 3 points. Eh bien, écoute, c'est parfait. Je pense que là, tu nous as bien démontré qu'en fait, les problèmes de recrutement aujourd'hui, c'est pas une fatalité et que si on travaille vraiment bien, ouais, sur la marque employeur, et puis sur les process, eh bien, on finit par, arriver et qu'être une petite entreprise, c'est loin d'être un frein aujourd'hui, mais au contraire, c'est même carrément un atout sur le Ouais, côté flexibilité, authenticité pour répondre à la quête de sens des candidats. Bah, écoute, c'est parfait. Je te remercie vraiment beaucoup pour cet échange. Et puis, merci. je mets en commentaire de la vidéo les liens pour te contacter si quelqu'un veut travailler avec toi, donc sur la région lyonnaise. Ouais, avec plaisir. Bah, merci à toi Julie, vraiment c'était super sympa ces échanges et je suis contente d'avoir transmis, de l'info, c'est important aujourd'hui.